Bonjour à tous et bienvenue sur votre matinale ce matin. Ce matin sera largement dominé par des sujets liés à la protection de l'environnement et au climat. Déjà avec nos débats qui porteront sur deux actualités. Au Kenya, depuis hier, la planète se réunit pour déterminer avec précision le rôle que l'Afrique aura à jouer dans cette lutte, notamment sur le volet de propositions de solutions alternatives. Nous en dirons deux mots avant de revenir au Bénin pour aborder l'autre actualité, la crise du gaz domestique. Il est introuvable actuellement sur le marché et n'a pas baissé de prix, et ce n'est pas une de ces rares descentes des équipes de contrôle du ministère du Commerce qui va y changer quelque chose visiblement. Mais alors, quelle solution, et solution au plus réel, au plan local et qui respecte la nature et l'environnement? Eh bien, nous en débattrons tout à l'heure. Dans la rubrique Immersion ce matin, puisque nous sommes mardi, nous allons parler aussi environnement, enfin pas totalement. Ouliat Sanoussi s'est intéressé à un monsieur, Abel Kounou, spécialiste de la fabrication de fours et fourneaux qui fonctionnent à base du gaz domestique. Moment de découverte dans un instant. Les journaux aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. On a le même sujet de ces derniers jours, repris et proposé autrement et sous d'autres angles. Voici donc la une des journaux. C'est sur l'Actu Matin. Bienvenue à tous. Et donc, premier rendez-vous de ce matin, la une des journaux, on va ouvrir avec Fraternité, entretien avec le professeur juriste Juste Kodjo sur la situation sociopolitique au Gabon. Il faut une gouvernance plus efficace, plus démocratique et plus souveraine. Deuxième session ordinaire 2023, oui, du CIP-UEMOA. Les nouveaux enjeux économiques au cœur des échanges. Impraticabilité des voies de Togoudou, c'est à Abomey-Calavi. Le calvaire des usagers après les pluies, des appels au secours. Africa Climate Summit, le président kenyan invite à voir tout le potentiel de la croissance verte. Passons à Matin Libre, libération des détenus politiques et retour des exilés. Une cause commune ou des démocrates seuls? Grande question en manchette donc du journal. Parakou, 6 cas de Lassa détectés avec un décès. Police républicaine, guerre ouverte contre le rançonnement, libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. Les réformes exposées aux députés à Cotonou, Jupiter, sécurité alimentaire. À la page 2, le journal vous découvre qu'il y a 28% de Nigériens exposés à la famine. Dabarou Info, bien-être de la femme, la bonne hygiène menstruelle pour prévenir les complications. Le confrère de la matinée, Assemblée générale ordinaire de la FBF, la Fédération béninoise de football, unanimement, les délégués donnent leur blanc-seing au comité exécutif. Nous sommes avec Décryptage Info maintenant. Premier sommet sur le climat à Nairobi. Cap sur le financement climatique en Afrique. Retour maintenant à Fraternité pour la deuxième lecture. Entretien avec le professeur Juste Kodjo sur la situation sociopolitique au Gabon. Juste Kodjo, c'est un politologue. Il faut une gouvernance plus efficace, plus démocratique et plus souveraine, a proposé donc le constitutionnaliste par ailleurs. Deuxième session ordinaire 2023 du CIP-UEMOA. Les nouveaux enjeux économiques au cœur des échanges. Impraticabilité des voies d'eau, le calvaire des usagers après les pluies, des appels au secours. Africa Climate Summit, le président kenyan invite à voir tout le potentiel de la croissance verte. Ainsi donc le tour des informations à la une de production ce matin. Comme à notre habitude, on va s'intéresser un peu à ce que nous propose Fraternité dans cette page, notamment à l'intérieur, avec déjà cette manchette qui pourrait vous intéresser. Le journal a donné la parole à Juste Kodjo. Juste Kodjo est enseignant du droit constitutionnel, spécialiste aussi de la politique. Il dit au sujet de ce qui se passe au Gabon qu'il faut une gouvernance plus efficace, plus démocratique et plus souveraine pour éviter que cela arrive à nouveau. Première question, on lui a demandé quelle est sa lecture, en tout cas Fraternité, quelle est sa lecture du putsch qui est intervenu à Libreville la semaine écoulée.
Et sa réponse, c'est qu'il n'est pas surpris. Au risque de décevoir une partie de votre audience, je peux vous dire que le putsch intervenu au Gabon ces derniers jours ne me surprend guère. Il ne sera d'ailleurs pas le dernier dans la sous-région. Dans les mois à venir, prévient donc le juriste constitutionnaliste. Avis donc à ceux qui sont assis dans leur fauteuil présidentiel actuellement. La raison est simple, explique-t-il. La situation sociopolitique et géostratégique du Gabon, tout comme c'est le cas pour beaucoup d'autres pays en Afrique subsaharienne aujourd'hui, réunit les ingrédients favorables à ce coup d'État. Pour le comprendre, il suffira juste d'examiner la situation en s'appuyant sur un cadre analytique à travers lequel nous cherchons et examinons les causes de tout épisode de violence politique. Vous voulez en savoir mieux? Achetez Fraternité, l'interview s'étale sur 2 pages, la 2 et la 3. À la 4, vous avez cet autre constat fait à Bomé-Calavi lié justement au calvaire des usagers. Là-bas, c'est difficile d'emprunter la voie de Togoudou et environ là-bas, surtout par temps de pluie. Et un habitant qui se plaint justement au journal, la voie n'est pas du tout bonne. Quand il pleut, c'est encore pire car il y a des caniveaux qui ne sont pas couverts et des fois des accidents sont enregistrés à ce niveau. Vous avez des images qui sont très illustratives justement dans les colonnes du quotidien ce matin. Vous avez justement cette actualité que j'ai annoncée dans mon introduction et concernant le Kenya et la planète intéressée par, je dois dire, la préservation donc de la température. Africa Climate Summit qui se déroule actuellement à Nairobi, le président kenyan qui invite à voir tout le potentiel de la croissance verte. La rencontre a commencé depuis hier et devrait se poursuivre jusqu'à demain mercredi. Qu'est-ce qui se dit par là-bas, en tout cas depuis hier? Achetez Fraternité, allez à la page 8 pour vous en donner une idée. Allez, une idée maintenant de l'actualité au Bénin à travers la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est le bulletin quand on est sur Actu Matin. Et le présentateur, il est là. Teddy Koudalo, bonjour. Bonjour Tanguy Agoï, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans votre bulletin d'information ce matin, on aura les images de la cérémonie d'ouverture des travaux de la 2e session ordinaire. Au titre de l'année 2023 du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les députés béninois aux côtés de ceux des membres de pays membres de l'UEMOA échangent sur divers sujets économiques, sociaux et politiques dans la sous-région. Et comme je l'ai promis, on aura donc les images pour les détails tout à l'heure. D'une rencontre à une autre, vous aurez également le compte rendu de l'atelier d'élaboration de la feuille de route de suivi de la mise en œuvre des recommandations du 4e examen périodique universel du Bénin. La rencontre s'est ouverte hier lundi et s'inscrit dans le cadre du projet élaboration du rapport alternatif et de plaidoyer de la société civile pour une contribution au 4e cycle de l'EPU au Bénin. Voici donc le bulletin de l'information. On va ouvrir par cette rencontre qui se tient à Cotonou. Cotonou qui abrite depuis hier donc, et ce jusqu'au 13 septembre prochain, les travaux de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité interparlementaire de l'UEMOA. Les députés béninois aux côtés de ceux des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine échangent sur divers sujets économiques, sociaux et politiques de la sous-région. La session a été ouverte donc en présence de l'honorable Louis Vlavono, lui président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le point de la cérémonie d'ouverture avec justement Idriss Boukari et Rachidi Soubirou. Les travaux de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité interparlementaire de l'UEMOA s'ouvrent ce lundi à Cotonou. Une rencontre importante des députés des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces assises de Cotonou permettront d'évoquer plusieurs sujets majeurs qui engagent la vie de l'Union. Le point de l'exécution du budget 2023 du comité au 31 août 2023 et la situation sociopolitique dans les pays membres de l'UEMOA sont entre autres sujets à aborder au cours de cette session. L'ouverture de cette 2e session ordinaire du comité interparlementaire se déroule dans un contexte régional difficile où notre espace communautaire fait face à des défis multiformes liés
à l'exposition à des chocs aussi bien externes qu'internes, notamment des crises sociopolitiques, l'étroitesse de son système financier, la paix et la sécurité, des contraintes d'infrastructures, la lenteur du rythme de transformation de l'économie, les effets négatifs découlant du changement climatique, pour ne citer que ceux-là. La mise en œuvre des règles communautaires de concurrence et la zone de libre-échange continentale africaine, défis et opportunités ainsi que le commerce électronique au centre du débat parlementaire. C'est la principale thématique de cette session. Les différentes communications et les échanges permettront de définir de nouvelles stratégies visant à renforcer l'intégration économique entre les pays membres. En tant qu'élus, nous devons montrer toute notre détermination à visiter ensemble toutes les voies qui peuvent et doivent amener notre région vers une intégration véritable. S'il est indéniable que les défis restent nombreux quant au respect et à l'application des tests permettant la bonne circulation des personnes et des biens dans notre espace, nous osons espérer que les nouvelles opportunités qu'offre le commerce électronique, la zone de libre-échange continentale africaine et la mise en œuvre des règles communautaires de concurrence nous permettront de dégager de nouvelles perspectives pour l'amélioration des économies de nos États. Cette session ordinaire est la 52e du comité interparlementaire de l'UEMOA. Les travaux prennent fin le mercredi 13 septembre 2023. Et puis l'organisation non gouvernementale Réseau des femmes d'impact était aux côtés des jeunes filles de la ville capitale du Bénin. Porto Novo précisément, t'es dit. Bien évidemment, Tanguy, c'était bien à l'occasion de la deuxième session de l'activité dénommée les ateliers boussole des jeunes filles qu'elle a initié cette rencontre pour permettre à celles-ci d'avoir les bonnes informations pour amorcer leur maturité et en tant que jeunes filles. Le point de la séance dans ce reportage. Après l'étape de Cotonou, c'est le tour de Porto Novo d'abriter les ateliers Boussole des jeunes filles initiés par l'ONG Réseau des femmes d'impact. Placée sous le thème « Jeunes filles, amorce ta maturité », cette initiative a pour objectif de forger l'image, la confiance en soi et le mindset de la jeune fille face aux obstacles qui tentent d'entraver son épanouissement. À cette deuxième édition, en plus des ateliers d'échange entre jeunes filles et sarchans, il a été développé dans un livre intitulé « La boussole de la femme et de la jeune fille », 80 thématiques relatives à la vie de jeunesse et devra servir de référence à la jeune fille dans sa quête d'information. Si nous voulons des femmes responsables et leaders demain, à notre image, nous devons commencer à travailler à partir d'aujourd'hui sur les jeunes filles que nous avons. Et nous, on a constaté qu'avec les réseaux sociaux, beaucoup de choses sont en train d'aller vers le dérapage. Et si nous n'arrêtons pas la saignée, demain, nous serons tenus pour responsables parce qu'on n'aurait pas agi en temps opportun. Dans cet ouvrage, je vous assure que c'est une pépite parce que vous avez 70 contributeurs qui ont écrit dans l'ouvrage. Vous avez des personnes de 11 pays et de 4 continents qui ont apporté leurs réflexions sur tous les sujets qui concernent les femmes et les jeunes filles. Et c'est le moment pour moi de dire merci à tous les contributeurs qui ont apporté leurs idées dans cet ouvrage. Et si j'ai aujourd'hui un appel, c'est de pouvoir dire aux parents d'acheter cet ouvrage à leurs enfants jeunes filles. Des différents ateliers d'échange qui ont été animés, les participantes en sont sortis aguerris sur des thématiques allant de l'hygiène corporelle aux usages des réseaux sociaux, en passant par la responsabilité de l'adulte. Et c'est au regard de l'importance de cette thématique que les parents invités à cet atelier ont apprécié à sa juste valeur cette initiative du Réseau des femmes d'impact. Et ces mots qui freinent l'épanouissement de la jeune fille méritent d'être contrôlés pour aspirer en fait à l'épanouissement de cette catégorie sociale. D'où l'importance, la pertinence d'une telle initiative. Nous sommes des démissionnaires en tant que parents. Plus de 50% de notre temps, c'est dehors et puis nos enfants sont occupés par les réseaux sociaux. Il y a de bons dans les réseaux sociaux, il y a de très très mauvais dans les réseaux sociaux. Ce qui nous met dans la position de coupable. Mais si une organisation comme celle-ci
existe pour pouvoir ramener les enfants, malgré la présence des réseaux sociaux et autres. Je pense que cet atelier est la bienvenue, car l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Et si l'enfant savait, l'adulte pourra. Après les ateliers d'échange, toutes les participantes ont bénéficié gratuitement du livre dont la lecture fera d'elles des femmes d'impact. Atelier d'élaboration de la feuille de route de suivi de la mise en œuvre des recommandations du 4e examen périodique universel du Bénin. La rencontre qui s'est ouverte hier lundi à Cotonou s'inscrit dans le cadre du projet élaboration du rapport alternatif et de plaidoyer dans la société civile pour une contribution au 4e cycle de l'EPU au Bénin. La session est organisée par l'ONG Changement Social. Acteurs de la société civile, partenaires et autres se retrouvent à cet atelier pour élaborer une feuille de route, celle qui permettra de faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations du 4e examen périodique universel EPU du Bénin. Cette session, qui est la dernière phase de tout le processus, est organisée par l'ONG Changement Social Bénin. Les 3 jours qui commencent aujourd'hui seront l'occasion pour nous de la société civile, pour ceux qui en savaient assez ou beaucoup, d'en savoir davantage, et pour ceux qui rentrent dans le processus et qui découvrent le processus, d'en savoir l'essentiel, afin que, avec dextérité, la société civile puisse jouer son rôle à côté du gouvernement, des acteurs impliqués au processus, pour que le suivi du 4e cycle soit meilleur au suivi du 3e cycle, et ce, pour le bien-être des Béninois, pour le renforcement de l'état de droit et de la démocratie chez nous. Il est attendu de la société civile de produire une feuille de route pour faire le suivi de ces recommandations-là, pour pouvoir s'apprêter pour les prochains cycles. Nous serons à la conduite de cette activité-là avec notre partenaire UPR Info, qui apporte un appui technique à travers des sessions, à travers la méthodologie d'élaboration, surtout de ce document. L'UPR Info, le bureau régional du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies et l'Union européenne soutiennent l'initiative. L'UPR Info est une organisation non gouvernementale basée à Genève dont l'objectif est de promouvoir les droits humains à travers l'EPU. Selon son représentant, l'EPU est une excellente plateforme pour partager les meilleures pratiques en matière de droits de l'homme à travers le monde entre les États. L'examen périodique universel est une innovation importante au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui repose sur le principe d'égalité de traitement de tous les pays. Le Bénin a fait l'objet de son 4e examen périodique universel le 26 janvier 2023 et a reçu 258 recommandations de la part de 99 États membres des Nations Unies. Lors de l'adoption du rapport final de l'EPU par le Conseil des droits de l'homme à Genève le 7 juillet 2023, le Bénin a accepté 224 recommandations et en a noté 32. Alors, le Bénin, c'est un bon exemple de comment les différentes parties prenantes se sont engagées à travers l'EPU. Il y a eu des consultations, par exemple, entre les organisations de la société civile, les gouvernements aussi. Le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme a été important. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet élaboration du rapport alternatif et de plaidoyer de la société civile pour une contribution au 4e cycle de l'EPU du Bénin qui aborde aujourd'hui son 3e objectif spécifique après l'élaboration du rapport et l'étape du plaidoyer. Nous avons noté à l'issue de ce processus que plusieurs recommandations concernant les droits des femmes ont été prises en compte. Donc nous pouvons dire que nous sommes assez satisfaits, mais comme on dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Les acteurs de la société civile entendent donc faire la restitution de toutes les étapes du processus qu'ils ont suivi aux organisations de la société civile mobilisées au moment des préparatifs. Et ce, pour que ce qui reste à faire, ils puissent travailler à ce que le gouvernement continue de jouer sa partition en matière des droits humains au Bénin. À l'instant, Ouliat Sanoussi, Tanguy Agoï, c'était le bulletin matinal. Merci à vous, Teddy Koutala, pour cette présentation.
Mesdames et messieurs, si vous avez besoin d'autres informations, notamment de la rédaction de Canal 3 Bénin, prenez les rendez-vous des journaux télévisés sur la chaîne. Les petites éditions, c'est 16h et 11h. Et les grandes, 13h, 19h30 et surtout 22h30, si vous n'avez pas eu le temps de la journée de prendre ces différents rendez-vous-là. Teddy, bonne journée. Merci Tanguy Agoy. On va se voir demain. Absolument. Je dois vous dire que dans le menu d'Actu Matin, on aura tout à l'heure un invité, honorable Lafia Boukari Oumaroum, député de l'Union progressiste Le Renouveau à l'Assemblée nationale. Avec lui, on fera un tour de l'actualité nationale. Ce sera l'avis d'un député dans ce studio sur les différents sujets qu'on aura à évoquer. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On est plutôt à l'étape des informations sportives. Voici Sport Matin. Le patron des sports sur l'Actu Matin, Ali Momouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, ce matin, vous nous embarquez à l'université d'Abomey-Calavi là-bas. Dans le document de la semaine, c'est pour une découverte, une discipline du basketball et précisément de la formation à la base. Oui, Tanguy, il est fréquent de voir des initiatives de formation des enfants, des jeunes au football, mais de telles actions sont quasi invisibles dans le domaine de basketball. Chose curieuse, c'est à l'université d'Abomey-Calavi que nous avons découvert un projet de formation des enfants et des jeunes au basketball. C'est une initiative de l'ensemble sportif des étudiants qui vise à leur donner les rudiments nécessaires qui feront d'eux des stars de demain. Et vous êtes donc allé constater comment se déroule cette initiative, les conditions de sa mise en œuvre et d'où est partie cette idée brillante des étudiants qui contribuent au développement du sport national. Le document de la semaine de ce mardi 5 septembre 2023 intitulé « L'ESE engagé dans la formation à la base malgré les difficultés ». On va suivre. Un mercredi après-midi sur le campus d'Abomey-Calavi, Fadel Laïka, l'un des entraîneurs de l'équipe de basketball de l'université, trace le terrain pour sa séance du jour. Il est 14h30. Les athlètes sont déjà à l'échauffement. La séance actuelle concerne les équipes des jeunes de l'ensemble sportif des étudiants, les catégories de moins de 18 ans et de moins de 20 ans. Mais elle est ouverte aussi bien aux étudiants qu'aux élèves. On a choisi de travailler avec les jeunes et les étudiants comme des élèves parce que le sport à la base favorise le talent en fait. Donc, plus tôt on commence, plus quand on est grand, on est plus fort. C'est vrai qu'il y a des exceptions où des joueurs qui commencent un peu tard arrivent à s'en sortir, même à aller jouer en NBA. Mais on a constaté que tous les grands joueurs, la plupart des grands joueurs qu'on connaît aujourd'hui, ils ont commencé très tôt. Commencer tôt, c'est bien, mais il faut encore avoir le cadre pour pratiquer. Il est fréquent de voir des initiatives de formation des enfants et des jeunes au football. Mais de telles actions sont quasi invisibles dans le domaine du basketball. Nous avons remarqué avec le temps que ceux que nous recueillons à l'université, ceux-là qui ont fait tout le cursus, qui ont eu le bac, qui viennent, des fois ils n'ont pas le b.a.-ba du sport. Ils viennent, certes ils jouent peut-être, mais ils n'ont pas le b.a.-ba, ou bien ils ne jouent peut-être pas, mais ils ont la passion de la chose. Et c'est une fois à l'université à 18 ans, 19 ans, 20 ans, qu'on commence par leur apprendre à garder une balle, à pouvoir bouger, à pouvoir être sportif. Et donc on a donc pensé faire un travail. Si dans les environs de l'université, des parents sont prêts à envoyer leurs enfants depuis le bas âge, qu'on puisse leur apprendre le b.a.-ba. Parce que le sport aujourd'hui, ce n'est plus comme le sport il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Le sport aujourd'hui, c'est déjà à l'école, à l'université. Commencer déjà très tôt, à bas de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans déjà. Si vous ne commencez pas, il y a déjà un problème. Donc c'est dans cette optique que nous avons pensé avec bien sûr mon bureau, les coachs qui sont au niveau du basket, qui ont vu le problème, qui l'ont signalé et qui ont pensé un instant qu'on peut travailler ainsi et travailler à la base avec des écoliers et leur apprendre à garder le ballon, à le manier, à bouger et grandir à petits coups. Voilà comment l'ensemble sportif des étudiants a lancé la formation des enfants au basketball sur le campus d'Abomey-Calavi. Tous les mercredis et samedis, ils sont environ une vingtaine à prendre le rendez-vous de la formation. Pendant que les plus grands, des moins de 18 ans et des moins de 20 ans, se font former, ces enfants aussi s'initient à côté. Donc le travail que nous faisons, nous savons que c'est un travail juste transversal. Ils auront à être formés, ils vont jouer pour l'université pour 1 an, 2 ans, après évoluer pour leur carrière, aller au niveau national, au niveau professionnel et pouvoir un jour dire
j'ai joué pour le Bénin, porter le maillot béninois. Parce qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre que certaines personnes forment forcément nos talents. Et c'est ce que nous faisons. Hector Minson est le coach de la pépite du basketball universitaire. C'est lui qui s'occupe des tout petits. Au fait, il y a de ces jours où c'est vraiment quelque chose de génial de venir travailler avec eux. Comme il y a des mauvais jours aussi, mais on essaie de faire avec. On essaie. Oui. Et voilà. Comment ça va? Vous êtes venu? Oui, bonjour. Vous êtes venu avec maman tout ça? Maman est où? C'est le micro. Oui. Tu veux dire quelque chose? Non. Tu aimes le basketball? Basketball. C'est un travail méticuleux qui nécessite assez d'efforts et de disponibilité. S'il faut parfois les aider à s'habiller, au cours de la séance, la pédagogie appliquée est encore plus exigeante. Je suis là, c'est bon. Le ballon là correctement. C'est bon. Expliquer, démontrer, réexpliquer et redémontrer s'il le faut. C'est bon, ça l'autre. Voilà, amène le pied à l'intérieur. Voilà, aujourd'hui, on a travaillé l'échelle rythmique. On a travaillé leur motricité, bon, la mobilité et surtout leur capacité à tenir le ballon dans la main en courant, en faisant d'autres mouvements. Donc c'était très important pour nous parce que les enfants, c'est difficile pour eux de garder le ballon dans la main, surtout quand ils sont en mouvement. Donc on a voulu travailler ça avec eux. Si l'idée de créer les équipes de catégorie d'âge et de former les jeunes est née depuis plusieurs années, la formation des enfants, elle, a démarré il y a seulement 6 mois. Former les enfants dès le plus jeune âge, c'est vraiment quelque chose de spécial parce qu'on les voit grandir, on les voit acquérir beaucoup de compétences et c'est comme si on pétrissait leur avenir. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial, surtout les voir grandir et assimiler beaucoup de compétences, c'est vraiment quelque chose de génial. Aujourd'hui, l'ensemble sportif des étudiants a de quoi croire que le projet aboutira. Les résultats de la précédente initiative en sont les preuves. Oui, je suis beaucoup satisfait. C'est vrai qu'on n'a pas encore tout ce qu'on veut, mais c'est quand même, je suis quand même content puisque on a été champion dans la catégorie U20 il y a 2 ans. On a été champion du Bénin dans la catégorie U20. Cette saison qui vient de se terminer, chez les dames, on a été 2e du Bénin. Et puis chez les hommes, on a été champion de la Ligue Atlantique Littorale. Donc je suis quand même content de ce qui se passe ici. Au championnat national dernier, on s'est retrouvé à rencontrer des clubs qui ont des moyens, où les joueurs sont salariés, qu'on a battus. On était les premiers à les battre tout au long du championnat. On s'est retrouvé chez les hommes à quelques mètres de la finale. Chez les dames, on est allé en finale, malgré qu'on a joué sous la pluie et tout ce qui va avec. Et donc si on a pu, malgré qu'on n'a pas de moyens, qu'on s'est déplacé difficilement pour aller à Porto pour jouer. Mais pour ces jeunes étudiants sportifs, il est difficile de croire que tous ces projets sont lancés sans aucun moyen. Et c'est pourtant le cas. Le jeu n'a pas un financement, mais le jeu a des gens qui ont de l'ambition, de la volonté, et qui sont dynamiques, qui réfléchissent. Et avec des cotisations entre nous, avec la volonté de tous, on y arrive. Les coachs que vous voyez là, ils ne sont pas payés. Ils viennent d'eux-mêmes, ils ont leur boulot. Et le salaire qu'ils ont de l'autre côté, c'est ça qu'ils investissent dans le sport. Même moi, au niveau du bureau, c'est ainsi que nous fonctionnons. L'université ne fournit plus 1 franc dans le sport. Ils sont beaucoup plus à organiser des jeux intercampus où ils peuvent financer les jeux intercampus, mais le sport, même le développement du sport, ils n'y sont pas. Et donc l'université peut se lever, aller participer à un championnat national, il n'y a aucun franc. Et donc c'est en cotisant. Des difficultés, il y en a assez qui constituent une barrière à l'éclosion des sportifs sur le campus du Bénin. Les nouvelles politiques instituées en sont les plus accablantes. Il y a ce décret, ce fameux décret qui dit désormais que si l'autorité universitaire doit pouvoir discuter avec l'étudiant béninois, il doit pouvoir forcément parler avec celui-là qui est de l'organisation estudiantine la plus représentative. Et du coup, ce n'est plus nous directement qui parlons avec l'autorité. J'ai beau être sportif parce que pour venir à la tête de l'ESE, il faut être d'abord sportif. J'ai beau être sportif, j'ai beau avoir toutes les compétences pour pouvoir dire ce qui est du sport, le développement du sport à l'université. Je ne vais pas parler avec l'autorité. L'autorité me brande. Le cours, l'autorité du cours me dit je ne parle pas avec toi. Parce qu'il y a un décret qui dit que je ne parle pas avec toi. Et donc, j'ai beau avoir la bonne démarche, le bon projet,
le bon PTA, ça ne soit pas financé. Comme on le dit souvent, les initiatives évoluent avec de l'accompagnement. Mais ici, le seul dont dispose l'ensemble sportif des étudiants, c'est la volonté de ses membres. Allez, rapidement, un mot sur cette belle activité quand même au niveau de l'ESE à l'université d'Abomey-Calavi, fonctionner sans moyens. Oui, Tanguy, c'est assez compliqué de voir les étudiants d'abord s'initier dans la formation à la base, surtout des jeunes enfants, pour toujours contribuer au développement du basketball. Et en dépit de ça, vous avez vu les explications du président de l'ESE, de l'ensemble sportif des étudiants, qui parle du manque de moyens de leur association, de cette organisation estudiantine. Donc c'est un peu difficile pour eux, mais de toutes les façons, ils arrivent quand même à colmater les brèches. Et c'est le moment pour, je dirais tout simplement les bonnes volontés, de les accompagner d'une manière ou d'une autre. Il s'agit quand même de l'avenir du sport aujourd'hui. Pour ce qui est de course, le course organise les jeux intercampus, mais quand on organise les jeux intercampus, il faut quand même passer par la formation avant de pouvoir réunir tout ce beau monde au niveau du jeu intercampus, puisque même au plan national, le gouvernement, il a fallu initier d'abord les classes sportives avant maintenant de lancer le championnat national, donc le championnat scolaire national. Donc d'une manière ou d'une autre, il va falloir, c'est une très belle initiative qu'il va falloir accompagner, sinon c'est possible, puisque la décision vient de plus haut, elle peut aussi revoir la formule pour que le sport soit intégré et occuper aussi jouer les premiers rôles. D'accord. Allez, dernière note de sport ce matin. Il faut dire tout simplement que les Guépards ont commencé les séances d'entraînement. C'était donc hier au stade général Mathieu Kékou de Cotonou dans le cadre de cette dernière rencontre qui sera face à l'équipe du Mozambique, rencontre qui aura lieu le 9 prochain à Maputo, et c'est une explication décisive pour les Guépards. Et donc aujourd'hui tout l'effectif sera au complet, seulement 2 joueurs sont attendus pour ce mardi, entre autres David Kiki qui va rejoindre les Guépards aujourd'hui pour la séance qui est également ouverte, au public pour ce mardi. C'est à quelle heure? Demain, il y aura la séance à huis clos à partir de 17h. Aujourd'hui, c'est à quelle heure? C'est à 17h. À 17h. On est à nos stars. En tout cas, merci beaucoup Ali. Passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, voici notre invité maintenant. Je l'ai annoncé, notre invité s'appelle Lafia Boubakari Oumarou, député à l'Assemblée nationale, anciennement maire de la commune de Niki, membre du groupe parlementaire UPR. Bonjour, bienvenue, honorable. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors, après quelques mois de silence, juste au lendemain des législatives qui ne lui ont pas vraiment souri à Cotonou, où il avait été candidat, votre président, Joseph Diogbenou, le président du parti, est à nouveau sur le terrain. Et c'est déjà cap sur 2026, c'est ça? D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais tout d'abord remercier Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis d'être en vie et qui nous a permis d'être ici ce matin. Et prier pour que notre émission se passe dans de très bonnes conditions. Par la grâce de Dieu, ça se passera bien. Oui, dites-moi, c'est déjà le 2026 qu'on prépare comme ça. Je l'ai vu sortir 2 fois déjà. Hein? Ce n'est pas encore 2026. Nous avons suivi et nous étions récemment à la rencontre des députés avec la haute direction politique du parti. Et nous avons suivi et nous pensons que ce n'est pas encore 2026. Vous savez qu'aujourd'hui, le parti UP Le Renouveau est le plus grand parti au Bénin. Oui. Et déjà avec les élections législatives de 2019, les communales de 2020 et les législatives de 2023, vous avez vu, nous avons été toujours en tête au niveau du Bénin. Donc, étant alors un grand parti, il faut alors que le président du parti puisse de temps en temps passer pour faire le point des activités. Et vous savez que tout récemment, il y a eu de grandes décisions qui ont été prises. La première décision, c'est par rapport aux instances centrales du parti. Et cela a été accepté par le bureau politique du parti. Aujourd'hui, déjà, nous avons une haute direction politique, nous avons le bureau politique et nous avons la haute direction et la direction exécutive nationale. Et tout cela a été validé. Je pense que c'est suite à tout ça là
que le président échanger avec les militants à la base. Et c'est suite à ça qu'il y a eu une rencontre hier et nous nous apprêtons pour descendre sur le terrain. On va en parler tout à l'heure. Hein. Alors, si c'est pas le cap, si c'était bien le cap sur 2026, on dirait que vous êtes un peu en retard, non? Il y a des mouvements politiques qui sont déjà sur le terrain, en avance sur vous, et ont même une proposition de candidature, présentée même comme venant des entrailles du parti. Qu'est-ce que vous en dites? Pour le moment, nous ne sommes pas encore à cette étape-là. À l'heure où nous sommes en train d'asseoir les bases du parti. Et je pense que le moment venu, lorsque le parti se prononcera, nous saurons alors avec qui nous pourrons aller aux élections présidentielles de 2026. Alors, et pour le moment, ce n'est pas encore le sujet d'actualité chez vous. Lors de sa sortie ce week-end, le chef de votre parti a fait des allusions, demandant à ceux qui se vantent déjà d'avoir la main sur 2026 d'être un peu modérés parce qu'il y a plusieurs années avant 2026. Alors, à qui pensait-il à peu près selon vous? Je pense que lorsque les élections s'approchent, il peut y avoir certains qui ont des intentions. Ça là, c'est juste. Mais ici, déjà, au niveau de notre parti, je ne peux pas dire que le président a déjà un penchant pour tel ou tel. Ou bien, c'est par rapport à tel qu'il a eu telle réaction. Je pense que pour le moment, nous n'en sommes pas là. Nous sommes en train de nous apprêter. Nous voulons, lorsque vous avez un parti, et le plus grand parti au Bénin, votre ambition, c'est de gagner toutes les élections. Donc nous nous apprêtons lentement et sûrement pour les élections communales, législatives et présidentielles de 2026. Et les mouvements qui sortent par ici, ça vous dit rien? Pour le moment, absolument rien. Pour le moment, nous disons que ça, ce n'est rien. Ce n'est pas encore l'actualité. Ce n'est pas encore l'actualité. L'autre actualité, c'est les coups d'État ces dernières années. On va laisser un peu l'avis de votre parti. Les coups d'État ces dernières années, en ce qui nous touche directement, c'est le cas nigérien. Vous avez certainement suivi les épisodes avec nous. Très tôt, les parlements sénégalais et nigériens se sont prononcés pour clairement dire leur opposition. Sinon, à tout le moins, la mesure qu'il faut avoir en évoquant l'éventualité d'une intervention militaire. Ça fait plus d'1 mois que c'est arrivé et plus d'1 mois que nous tendons un peu nos oreilles du côté de Porto Novo pour savoir ce que nos députés pensent et ils ne disent toujours rien. Pourquoi? Ok, merci beaucoup pour cette question. Je suis entièrement d'accord que l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est le coup d'État au Niger. Et à ce niveau, nous, au niveau du Parlement, au niveau du Parlement béninois, je pense que le président est déjà intervenu. C'est quoi? C'est lui votre porte-parole. Il y a quand même trois tendances à l'Assemblée nationale. Oui. Et je pense qu'il a expliqué de long en large et que s'il devait même avoir, une intervention militaire, le Parlement ne devrait pas être consulté. Parce que ça dépend des tests que nous avons. Or, on n'est même pas à cette étape-là. Nous savons que le Bénin a été toujours un pays de paix, de prospérité, d'hospitalité. Et c'est vrai que les gens parlent d'intervention militaire, mais nous pensons que nous n'en arriverons pas à cette étape-là. Actuellement, nous sommes à l'étape des négociations, à l'étape de la diplomatie. Et nous pensons que ça pourra adouaner. Et ça a été dit, les chefs d'État ont dit qu'ils feront recours à la force militaire au cas où tous les autres recours ont été épuisés. Et nous ne sommes pas encore là. Et nous pensons que si nous référons à l'histoire du Bénin, il n'y a pas eu une année où le Bénin est intervenu militairement dans un autre pays. Lorsqu'il y a des tensions, là on peut intervenir pour ramener la paix. C'est le cas en Haïti, c'est le cas au Congo, c'est le cas au Mali, en Côte d'Ivoire, pour beaucoup de pays. Et ça, c'est pour ramener la paix. Mais aller au front, guerroyer et tirer, ça c'est la première fois. Et je pense qu'avec les mains de nos ancêtres, cela n'arrivera pas. Le Niger est un pays frère au Bénin, est un pays ami, et nous ne pensons pas que nous en arriverons là. Par rapport à la position du chef de l'État, je trouve que les gens ont trop personnalisé le débat. Les gens ont personnalisé, donc on voyait la personne du chef de l'État. Mais c'est lui qui... Et à ce niveau-là, je pense que
c'est l'État. Et aussi, il faut voir l'environnement sous-régional dans lequel nous sommes. La CEDEAO, et c'est une décision collégiale. Le Bénin ne peut se développer seul. Et or, lorsqu'on prend une décision de façon collégiale, je pense que l'idéal serait d'exécuter, d'être d'accord et d'aller en ce sens-là. Oui, vous vous rappelez même par rapport à la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans les États de la CEDEAO. Lorsqu'il y a un problème à chose au Mali, la CEDEAO a décidé la fermeture des frontières entre les pays de la CEDEAO limitrophes au Mali. C'est dans ce cas que les frontières ont été fermées entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les frontières ont été fermées entre le Mali et le Sénégal. Le Bénin n'étant pas un pays frontalier au Mali, on n'avait pas eu ce problème. Mais cette fois-ci, avec le Niger, il y a le Bénin et le Nigeria qui sont concernés. Et vous verrez que le Niger aussi a également formé ses frontières. Donc ce n'est pas une action de façon unilatérale que le Bénin est en train de prendre par rapport à la situation au Niger. Vos collègues du parti Les Démocrates ont déposé une série de questions sur l'éventualité d'une contribution militaire du Bénin à l'idée d'une intervention de sauvetage et de réinstallation du président Bazoum, déposée depuis quelques semaines. Ça vous a inspiré quelque chose? Non, je pense que c'est leur droit. Et nous pensons que c'est une question avec débat. Et le moment venu, si cette question était présentée, nous allons mener le débat. C'est ça. Nous sommes à l'Assemblée. Vous savez qu'au niveau de l'Assemblée, c'est un haut lieu de politique. Et nous serons prêts à faire la politique. À faire le débat le mois venu. Les sanctions décidées par la CEDEAO et mises en application intégralement par le Bénin entraînent de graves dommages sur la vie des Béninois qui ont des affaires entre les deux pays. L'une des recommandations des assises de votre parti, c'est d'aller faire des séances de réédition de comptes. Qu'est-ce que vous irez dire aux populations qui souffrent actuellement? Donc, en fait, lorsque vous êtes élu, vous devrez de temps en temps passer à la base pour faire des réductions de comptes. Et je sais que c'est un exercice qui est régulier avec les maires et au niveau des conseils communaux. Ou même lorsqu'il y a évaluation de la gouvernance au niveau des communes, il y a, comment dirais-je, quelque chose est prévu toujours pour ça au niveau de la notation. Et ça fait que tous les 6 mois, par semestre, les maires doivent descendre pour aller faire des réductions de comptes au niveau de leur terrain. Également au niveau de l'Assemblée nationale, chaque député descend régulièrement. Ça se fait. Ah oui, mais cette fois-ci, c'est de façon... Nous irons ensemble. Et c'est prévu, c'est une mission de réduction de comptes dans l'ensemble des 24 circonscriptions électorales du Bénin. Et tous les 53 députés et leurs suppléants, ainsi que les anciens députés, seront concernés. Pourquoi vous associez les suppléants? Ils sont fâchés un peu, c'est ça? Ils sont laissés pour compte ou parfois oubliés dans l'action que mène le député qui tient le siège. Je pense que le président Diabonou a bien fait en essayant de les associer. Parce que j'ai été maire, je sais que par moment, lorsque nous étions maires, on avait des suppléants, on ne les associait pas souvent et cela amenait certains à être frustrés. Et il faut que chacun se sente concerné par les activités qu'on mène sur le terrain. C'est dans ce cadre que le président et les autres membres de la haute cour, de la haute direction politique ont décidé d'associer désormais les suppléants et les anciens députés lors de nos activités. Alors, vous allez descendre donc pour expliquer aux populations pourquoi est-ce que les fermetures sont fermées et non, pourquoi en fait, nous allons d'abord, nous irons, je l'ai dit, c'est du 7 au 21 septembre, et nous irons d'abord faire le point des activités menées au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez que nous avons été installés le dimanche 12 février 2023 et nous avons passé 6 mois. Après 6 mois, nous sommes actuellement en vacances parlementaires. Et nous nous sommes dit, après 6 mois d'activité à l'Assemblée nationale, c'est le moment pour aller sur le terrain et faire le point des activités menées avec les populations. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, je pense que déjà, en termes de loi votée, d'abord, le rôle du député, ça doit revenir certainement. Les 3 fonctions du député, ce serait une occasion de les rappeler. Ce serait également une occasion de rappeler les questions qui ont été posées à l'Assemblée nationale. Quel aura été le point qui vous aura marqué, vous, ces 6 premiers mois, pendant votre séjour à l'Assemblée nationale? Non, moi je trouve que ce qui m'a le plus marqué, c'est par rapport à certaines réactions
où on voit la vérité, mais compte tenu de la position de certains, on trouve que tout est mauvais. Moi, ça me fait un peu mal. Lorsque c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Et quand c'est mauvais? Et quand c'est mauvais, il faut aussi reconnaître que c'est mauvais. Mais quand c'est bon et quand c'est mauvais, tout le temps c'est mauvais chez eux. Là, je pense que nous devons faire... Et même si je les comprends, ils me disent que c'est un haut lieu de politique et nous devons comprendre. Sinon, que moi, j'ai aimé l'ambiance qui a régné au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque nous sommes au sein de l'hémicycle, là, nous sommes entre frères, nous taquinons bien. C'est quand les caméras ne sont pas là que vous taquinez beaucoup. Allez, vous avez été maire, comme je le disais au début de cet entretien, maire de la commune de Kandi. Niki, pardon. Voilà. Que pensez-vous de la réforme sur la décentralisation? Effectivement, comme vous venez de le dire, j'ai été maire de la commune de Niki de juin 2018 à juin 2020. Ça fait 12 ans à la mairie. Et ça, lors de mon passage à la mairie, les communes étaient gérées par deux lois. La loi 97-028 et la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en statut et en République du Bénin. Et avec ces deux lois-là, le maire a deux casquettes. Il est d'abord président du conseil communal et ensuite il est chef de l'administration communale. À ce titre, il est ordinateur du budget. Et nous savons que ce n'était pas souvent facile parce que les maires qui allaient, est-ce que tous avaient le niveau pour comprendre? Par exemple, si on dit un budget ou bien lorsqu'on amène des mandats, est-ce qu'on comprenait effectivement? Ou bien lorsqu'on passait un marché, est-ce qu'on savait effectivement que les procédures ont été respectées? Donc c'était souvent difficile et je pense que le gouvernement actuel a vu juste en abrogeant ces deux lois et en votant la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Avec ces lois, avec cette nouvelle loi, il y a maintenant les SE qui sont ordinateurs des budgets et également sous le SE, il y a d'autres directeurs départementaux, d'autres directeurs de mairie ou bien chefs de service de mairie qui ont quand même des niveaux appréciables. Par le passé, quand vous allez au niveau des mairies, si on vous demande de trouver des agents qui sont au moins Bac plus 5 et Bac plus 5 ou c'est à peine vous aurez 2 ou 3. Or actuellement, le niveau y est. Et on a toujours dit que la décentralisation, c'est le transfert des compétences, c'est le transfert des ressources humaines et financières. Les ressources financières étaient déjà effectives et maintenant avec ce transfert des ressources humaines, nous pensons que les communes sont en train de décoller. Lafia Aboubakary Oumarou, je vous remercie d'être passé sur Actu Matin. Est-ce que vous avez un mot pour finir cet entretien? Je vais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez en nous invitant ici et souhaiter longue vie à Canal 3. Merci beaucoup. Merci. Longue vie à vous aussi au parti UPR. Vous direz bien des choses à vos collègues députés à l'Assemblée nationale. Toutes tendances confondues, bien évidemment. C'était donc Lafia Aboubakary Oumarou, député à l'Assemblée nationale sous la bannière UPR, Union progressiste le Renouveau, qui était sur l'Actu Matin pour égrener un peu les différents points marquant l'actualité au Bénin et dans la sous-région. On va faire une pause maintenant. Ici à la buanderie de Leader Pressing, l'opération qui se déroule ici, c'est l'opération de repassage des draps. Lorsque les draps sont pesés, ce qu'on a fait tout à l'heure, ils ont été introduits dans la lessiveuse à eau, ils ont été lavés avec une bonne dose de vapeur parce que nous disposons de chaudières qui débit une quantité importante de vapeur. N'oubliez pas l'action de la chaleur sur les draps en ce qui concerne l'hygiène. Tout ce qui pouvait nuire à la santé et qui se trouve dans vos draps, une fois les draps introduits dans la calandre, tout ça est tué. Quelle que soit la quantité de draps que vous nous donnez, nous vous garantissons que vous serez livré en 24 heures. Nous leur assurons une durabilité énorme.
Clé de la réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2023 6 mentions très bien, dont 4 en G2 et 2 en série D, avec le 2e et le 5e du Bénin au bac G2. En plus des 22 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 60 mentions assez bien sur les 295 admis au bac 2023. Cerise sur le gâteau, premier du Bénin au CAP 2023. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigés en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménontin, vont en face du marché de Ménontin. Site de Zoboroué, vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin, en face des rails. Site de Calavi, au quartier Agori, route de Tampais. Clé de la réussite. Nous cultivons l'excellence. Téléphone à 97 88 42 16. École de Cotonou et Abomey-Calavi. Prêt à relever le défi santé? Ne cherchez plus. Frucop est de retour pour une 3e édition encore plus délicieuse pour vos enfants. Avec seulement 16 000 francs CFA, votre enfant bénéficiera de notre service premium. Recevons chaque semaine une délicieuse salade de fruits faite avec amour pour éveiller le papy et les faire grandir en pleine santé. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, chaque enfant inscrit au Frucop aura le privilège de bénéficier d'une assurance santé en partenariat avec la mutuelle de santé de Cotonou. Inscrivez-vous dès maintenant au 60 43 43 43. Vous avez le CEP, le BEPC ou le niveau de la classe de 3e, seconde, première ou terminale. Vous êtes à la recherche d'un lycée polytechnique bien équipé pour votre qualification professionnelle avec des diplômes d'État, à savoir le CAP, le DTI, le DTM, le bac professionnel. Le lycée polytechnique et professionnel HTC CETIP, doté de laboratoires, ateliers, restaurants et de plusieurs chantiers d'application, vous garantit une formation pratique et l'insertion professionnelle dans les filières ci-après. Hôtellerie, restauration, métier de la mode, vêtements, couture, stylisme, modélisme et mannequinat, électricité, électrotechnique, génie civil, bâtiments et travaux publics, installation et maintenance informatique, développeur web et d'applications. Au lycée HTC CETIP, les apprenants des classes de 6e en 3e sont initiés aux travaux pratiques dans les métiers de leur choix. Avec HTC CETIP, les déscolarisés et diplômés sans emploi bénéficient d'une formation 100% pratique avec diplôme d'État dans plusieurs métiers d'avenir. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent sur le site de HTC CETIP à Godomé, vont face au séminaire Saint-Jean 1 de Datropokodi et à Calavi Zobadje face au petit portail de l'université d'Abomey-Calavi. Contactez-nous au 62 00 20 20. 63 ans d'indépendance de notre pays, toujours en compagnie de Mikem Technologies qui ne lésine pas sur les cadeaux. Voyez par vous-même. Des cadeaux d'une valeur allant jusqu'à 226 000 francs offerts gratuitement sur toute télé et réfrigérateur Samsung acheté. Et comme avec Mikem, un cadeau ne vient jamais seul, vos climatiseurs Samsung R410, 1,5 et 2 chevaux sont déjà disponibles dans les boutiques Néo et Allo de proximité. Produits sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison disponible. Contact vendeur 60 00 66 66. Nous sommes de retour sur ce plateau pour les moments débat. Comme je l'ai dit, on aura deux sujets à évoquer. La rencontre depuis hier à Nairobi au Kenya au sujet donc du climat. Les acteurs au plan planétaire se retrouvent pour discuter de l'avenir de la planète. Eh bien, on en parlera en tout premier lieu. On va aussi dire le mot au sujet des propositions ou des idées éventuelles qui existent comme alternative à la
à la protection, aux actions de protection de l'environnement, et de la nature. Quelles sont les innovations qui existent au Bénin? Qu'est-ce que les jeunes font? On débattra de cela, surtout par ces temps de crise du gaz domestique où ce n'est pas disponible et c'est encore très cher. Les acteurs sont déjà là. Ceux qui sont très bien habitués de ce plateau, Eric Degno, bonjour. Bonjour Tanguy. Et Franck Aouno aussi, bonjour. Bonjour Tanguy. À nos côtés ce matin, une dame pour nous tenir compagnie à TVLD, Marie-Lise Baguidi. Elle est technicienne en développement durable et environnement. Madame Baguidi, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. On va commencer par le sujet. L'Afrique est positionnée aujourd'hui comme l'endroit de la planète où peuvent se penser des solutions à la durabilité de la vie. Mais est-ce que l'Afrique vraiment peut assumer ce rôle qu'on veut lui confier, qui appelle quand même deux choses essentielles. D'abord la créativité, mais surtout, et c'est ça qui manque, les sous. Oui, l'Afrique peut et doit d'ailleurs assumer ce rôle-là parce que vous voyez un peu comment évoluent les choses aujourd'hui dans le monde et c'est d'ailleurs pourquoi moi je crois qu'il faut mentionner deux points forts et par rapport à cette rencontre qui se tient à Nairobi au Kenya. C'est d'abord, le premier point, c'est que les Africains se retrouvent entre eux pour discuter, pour dire ce que ils doivent retenir pour aller vers d'autres partenaires, ceux qui nous soutiennent en matière de questions de développement. C'est d'abord un peu cela, et ça se tient sur les terres africaines. Moi, je pense que c'est un premier point fort. Le deuxième point fort, c'est la prise de conscience des pays africains de ce qu'aujourd'hui, les enjeux climatiques constituent des enjeux majeurs et qu'il faut véritablement y réfléchir. Et nous sommes conscients aujourd'hui également que l'Afrique a des potentialités que nous pouvons, disons, explorer pour essayer de régler ces problèmes-là. Parce que nous ne produisons pas assez de CO2, nous ne mettons pas assez de CO2, même à travers toutes les activités que nous menons. On n'est pas déjà suffisamment industrialisé pour émettre autant de produits. Mais nous subissons les effets pervers des changements climatiques et de tout ce que les pays industriels, fortement industrialisés, produisent comme CO2 à leur niveau, parce que nous partageons, disons, la même planète, nous partageons la même couche d'ozone. Voilà, donc, dans ce contexte-là, l'Afrique n'a pas le choix que de se prendre au sérieux. L'Afrique n'a pas le choix que de se... D'accord, elle n'a pas le choix, mais est-ce qu'elle a les moyens? Non, les moyens, il faut être au sérieux. C'est vrai, même si vous avez des milliards aujourd'hui dans votre compte et vous allez puiser chaque matin 1 franc, 2 francs, au bout de quelques temps, ça va finir. Il faut d'abord asseoir une politique, il faut asseoir les idées, il faut asseoir des projets, des stratégies pour pouvoir mieux exploiter et mieux mettre en œuvre ces choses-là et même chercher à rentabiliser. Aujourd'hui, l'Afrique peut vendre comme l'Afrique peut transformer. Mais pour transformer, il nous faut de gros moyens, d'où il faut collaborer, il faut aller, il faut s'ouvrir aux pays qui ont véritablement des mannes financières. Est-ce que ce n'est pas une façon de flatter l'Afrique, de dire, ben écoutez, c'est le continent de l'avenir, c'est vous notre demain, protéger l'environnement, parce qu'évidemment l'Afrique n'est pas développée. Pour se développer, il faut implanter des industries, et quand on implante des industries, on agresse forcément la nature, Eric. Oui, je suis d'accord, mais ce dont nous parlons, quand vous voyez un peu les conséquences, cela n'est pas une personne. C'est vraiment, je pense que c'est un réveil un peu tard, mais ça reste un réveil qu'il faut davantage encourager, parce que le climat est devenu un enjeu à la fois géopolitique, géostratégique. Et donc, si l'Afrique ne se réveille pas et rentre dans la danse afin de trouver des solutions africaines, n'est-ce pas, par rapport à ce phénomène, on sera englouti tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Déjà, nous ne sommes pas, comment on dit, en termes de continents qu'on identifie comme des continents qui sont responsables de la dégradation de notre climat, mais nous subissons déjà les conséquences. Et donc, déjà qu'on puisse réunir les différents acteurs sur le continent afin de pouvoir parler d'une même voix, parce que ça aussi, ça nous a manqué. Chaque pays se bat, essaye de voir dans quelle mesure il faut pouvoir trouver des solutions. Je pense que aller en rang dispersé va pas nous aider, et c'est en cela que ça peut nous aider à mutualiser les efforts, à mutualiser les moyens, justement, pour être à ce rendez-vous. Bon, vous savez, parlant des moyens, on dit toujours que c'est le continent le plus riche, voyez-vous, et donc on peut trouver vraiment les moyens en se mobilisant,
hein, 54 pays peuvent vraiment se mobiliser, trouver les moyens et développer des solutions adaptées à notre continent par rapport à ce problème. Nous avons nos éleveurs qui souffrent parce que les pluies étant devenues de plus en plus rares dans certaines localités, il n'y a plus d'herbe fraîche pour les bovins. Les agriculteurs en souffrent déjà puisque les terres sont de plus en plus sèches. Et c'est tout un désordre aujourd'hui en matière de climat. Et donc, je pense que là-dessus, il y a un réveil qu'il faut saluer. Oui, ma question, elle demeure. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous endormir alors que nous avons besoin de nous industrialiser pour nous développer au même titre que les autres? Oui, je pense qu'on peut évoluer tout en mettant les garde-fous en question de climat et aussi en faisant l'option des industries nouvelles. On parle d'écologie qui apporte une certaine solution plutôt que de problèmes à l'environnement. Et c'est ce qui est conseillé aujourd'hui. Quand vous voulez installer aujourd'hui dans n'importe quel pays votre industrie, on vous oblige à respecter certaines règles qui ne portent pas atteinte à l'environnement. Et c'est dans ça qu'il faut davantage orienter, je pense, aujourd'hui, pour ce qui est des nouvelles décisions en termes de transition écologique, tout ce qui est industrie. Alors, je crois que la Banque mondiale a fait... Qu'est-ce qui vous fait sourire? Non, allez-y, finissez. La Banque mondiale a proposé quand même une étude qui établit que pour faire jouer ce rôle à l'Afrique, il faut à partir de maintenant, et ce sur une dizaine d'années, une vingtaine d'années, investir par an 2000 milliards de francs CFA. Qui paye la facture? Qui donne ça? On est déjà à Nairobi. À Nairobi, on a commencé déjà à tendre la main pour dire apportez-nous de l'aide, comme à notre habitude. Il n'y a que quand on parle des sujets sérieux que le problème de moyens se pose. Vous avez vu dans un pays, quand on a fini de faire partie un chef d'État, vous avez vu la quantité d'argent qu'on a retrouvé au domicile des gens. Et on ne sait pas pourquoi les domiciles sont devenus des banques. Donc imaginez, quand on commence par fouiller dans la chambre à coucher de chaque... je ne vais pas finir ma phrase. Imaginez ce qu'on peut... Non, je pense que c'est des sujets assez sérieux et on doit pouvoir trouver les moyens pour y faire face. L'Afrique a les moyens, nous avons de l'argent sur notre continent. Ah oui? Non, nous avons de l'argent, mais c'est un problème général. Et donc, nous devons tous mettre la main à la pâte. Vous voyez, ça concerne les pays de l'Asie, ça concerne les pays de l'Europe, ça concerne les pays africains. Donc, nous devons tous nous mettre ensemble. Lorsque la Covid est intervenue, vous avez vu, comment tout le monde s'est levé, comment on a mobilisé les fonds. Ça veut dire qu'on a les moyens quelque part. Ce n'est pas seulement... Ce n'est pas l'Afrique qui a mobilisé les fonds. Hein? Non, mais ce n'est pas l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, ce n'est pas seulement le continent africain qui est touché. Ça veut dire que les autres également sont touchés, parfois même plus durement que nous, Africains. Donc, on ne peut pas voir le problème sous l'angle des Africains vont trouver les moyens où c'est comment l'humanité doit mobiliser les moyens. Parce qu'en Afrique, par exemple, le réel problème qui se pose, nous sommes entre deux catastrophes. Il y a, par exemple, en Afrique de l'Est où la sécheresse sévit, les pays comme l'Éthiopie, Kenya et autres, qui ont pris conscience. Mais en Afrique centrale, les pluies sont tellement abondantes qu'on parle d'inondation. Donc nous sommes pris entre, nous sommes entre l'étau et l'enclume, je ne sais pas trop. Donc nous devons trouver le juste milieu, comment équilibrer ces phénomènes-là, pour que l'Afrique puisse en profiter. Mais pour la mobilisation des ressources, je pense que c'est tout le monde qui est concerné. Atevalit Bagidi, qu'est-ce que ça vous dit cette actualité au Kenya, vous qui êtes investi dans, je dois dire, l'exploration de solutions vertes pour répondre à nos besoins aujourd'hui? Selon moi, comme l'avait déjà dit le président William Ruto, nous, étant des Africains, nous devions tous parler le même langage. On doit parler de la même manière du climat pour pouvoir résoudre ces genres de problèmes. Vous pensez qu'on y allait les voix dispersées? Non, je n'ai pas dit ça, mais ensemble, on peut aller plus fort. En fait. Alors, on parle de moyens. Dans ce que vous faites, est-ce que vraiment on a besoin de moyens pour aller de l'avant? Oui, on a besoin de moyens, mais l'Afrique dispose déjà de quelques ressources qu'on peut bien exploiter
pour pouvoir résoudre certains problèmes par rapport au changement climatique. Et tout. Alors, rapidement, là, on va passer directement à notre sujet de discussion. Je vous présente Ateveld Marie-Lise Baguidi, qui quand même mène certaines activités d'innovation, propose des solutions qui sont des solutions vertes, afin de répondre un peu à nos besoins et éviter de continuer à dégrader, je dois dire, la nature. Là, maintenant, nous sommes face à une situation de crise du gaz. Est-ce que véritablement on peut produire sur place du gaz sans forcément chercher à puiser quelque part? Je pense qu'il faut poser la question à nos universitaires, à nos scientifiques qui sont dans les universités. Je pense qu'à chaque problème, il faut peut-être y voir une opportunité. Nous traversons tous cette crise parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'utilise le mieux, le gaz. Les coûts ont flambé. C'est vrai que le ministère du Commerce essaye de jouer le gendarme derrière les commerçants, mais le problème n'est pas toujours réglé. Le gaz est toujours cher. Et je pense que dans l'intelligence des Béninois, il y a quelque part quelqu'un qui certainement a déjà travaillé à trouver une alternative. Maintenant, est-ce qu'il faut l'encourager? J'ai fait un travail avec un groupe de chercheurs et d'innovateurs, et ça existe dans notre pays. Des gens, ils sont dans des quartiers perdus, dans des villes perdues, et ils travaillent. Ils produisent des recherches scientifiques, mais cela n'est pas encouragé. Mais parfois, c'est difficile à implémenter sur le terrain. Vous avez des notes et des chiffres qui sont précis, au millimètre près. Si nous avons l'idée de base, nous avons la volonté de quelqu'un et qu'il lui manque un soutien pour davantage accroître son innovation, il faut y aller. Et attendons de voir ce que ça va donner. C'est comme ça, justement. On ne jette pas l'argent par la fenêtre comme ça. Surtout que les recherches sont très coûteuses. Tout ce dont nous bénéficions aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, qui a commencé il y a peut-être 50 ans en arrière, en termes d'invention, mais c'est parce qu'on y a cru, on a mis beaucoup d'argent, qu'aujourd'hui nous utilisons quoi? L'avion, le téléphone, tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'à notre niveau ça va être compliqué? Et on n'y croit pas du tout. D'abord, on les traite de fous. C'est des gens qui n'ont pas du tout rien à faire dans leur vie. Et ils se réveillent un matin, ils commencent par bisouter un truc, on ne sait pas ce que ça va donner. Et ils sont là, laissés à leur compte. Vous allez voir, et je pense que cet élément va être diffusé dans nos programmes d'ici là. Ateveld, la crise du gaz, ça vous inspire? Oui, par rapport à la crise du gaz, quelle solution? Selon moi, je pense tout simplement que chaque Africain peut tout simplement produire, être indépendant par rapport à la production énergétique en produisant son propre gaz. Ah oui, comment ça? Parce que, étant un homme, nous produisons tous les jours des déchets. Tous les jours qu'on se réveille, on produit toujours des déchets. Alors qu'on peut valoriser très bien ces déchets-là en énergie renouvelable, surtout en gaz. Est-ce que des expériences sont déjà faites et qui sont concluantes? Oui, plusieurs expériences ont été déjà faites. Et puis, il suffit juste d'installer un biodigesteur chez soi pour pouvoir produire son propre gaz. Là, les thèmes techniques. Quel gaz à la maison? Oui. Vous le dites avec autant de facilité. Vous utilisez quel gaz? Ce dont vous parlez là? Oui. Et c'est vous-même qui avez fabriqué ça? Oui. Mais mettez ça à disposition. Non, on va déjà voir le processus de fabrication. Comment vous apportez les bonbons ici? Oui, et puis comment ça se fabrique? Comment est-ce que ça se tient à la maison pour qu'on soit totalement autonome comme vous l'êtes? Ok, pour pouvoir produire son propre gaz, il suffit juste d'installer son biodigesteur à la maison. Le biodigesteur, en fait, ça remplace les fosses septiques. Au lieu d'installer chez vous les fosses septiques, il suffit juste de mettre à la place des fosses septiques les biodigesteurs qui seront directement reliés à vos toilettes et consorts et aussi à votre, à la cuisine quoi. Et là, juste après avoir cuisiné et tout, les restes de repas, les déchets de la restauration et tout, vous rechargez le digesteur avec. Et aussi, c'est directement relié aux toilettes. Donc là, il suffit juste d'utiliser le gaz parce que le digesteur fait son travail. On a le gaz. En fait, pour être un peu plus terre à terre et aider les gens à comprendre, le biodigesteur, c'est un réceptacle dans lequel on met un peu de nos déchets. Oui. C'est-à-dire qu'il soit alimentaire ou qu'il soit des rejets humains, c'est quand même un réceptacle dans lequel tout se fourre. Et avec la chaleur qui se condense, c'est bien cela, les déchets se transforment et on a donc une formation du gaz qui peut être directement utilisé à la cuisine. Vous dites que nos déchets aussi peuvent être utilisés. Faut-il dire, comment est-ce qu'on peut installer
installer un biodigesteur de façon à ce que nos déchets que nous rejetons puissent être utilisés efficacement pour produire le gaz. Quand on sait que il faut quand même une pression, le biodigesteur ne peut pas être en hauteur, mais plutôt en bas. Oui, le biodigesteur, c'est un biodigesteur. En fait, souvent, ce sont les biodigesteurs à dôme-fixe. C'est sous terre. On les construit sous terre, en fait. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est directement relié aux toilettes et consorts pour pouvoir recueillir les déchets. Et là, après fermentation des déchets dans le biodigesteur, nous avions le gaz que nous pouvions utiliser parce que c'est directement relié à nos cuisinières et consorts. Donc, c'est facile à utiliser. C'est installé chez vous? Oui. Et ça fonctionne comment? Voilà. Et c'est installé depuis quand? Depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Oui. Donc, depuis l'année passée, vous n'achetez plus de gaz? Non. Et des gens vous demandent de l'installer? Ça coûte beaucoup? Non, par rapport au coût du biodigesteur, c'est à 800 000 francs. Ah. Oui, là maintenant vous pouviez dire que c'est cher, alors que ce n'est même pas cher. En fait, au lieu d'installer, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu d'installer les fosses statiques qui coûtent près d'1 million, vous installez directement votre biodigesteur qui est à 800 000. Selon vous, entre les fosses statiques et le biodigesteur, et l'achat de gaz de façon mensuelle. Oui. Par rapport à l'achat du gaz de façon mensuelle, je pense qu'actuellement, le gaz de 6 kg est à 5 000 francs. On ne donne même pas son prix. Je pense que c'est quelque chose déjà quand même. Mais si nous multiplions par 50 ans, multiplier 5 000 francs x 12 et maintenant x 50 années pour voir ce que ça peut donner. Et ça, c'est la durée de vie de ce que vous installez là, c'est au moins 50 ans. Au moins. Parce que en fait, c'est en béton. Okay. C'est en béton, donc c'est au moins 50 ans. Donc faites cette comparaison-là, et puis là, vous pouvez me dire si le biodigesteur est cher ou pas. Alors moi j'ai une curiosité, sinon deux. La première, c'est que quand c'est des déchets humains que cela réceptionne, la décomposition ne fait pas disparaître totalement, je dois dire, les déchets. Donc il y a des restes qui sont à l'intérieur. Si c'est enfoui dans le sol, comme vous l'aviez dit, comment est-ce qu'on le vide régulièrement, comme on vide nos fosses septiques? En fait, pour pouvoir installer le biodigesteur, il y a deux parties. Il y a une partie par où on recharge le digesteur. En dehors du fait que c'est relié aux toilettes et consorts, on le recharge. En dehors de ça, il y a une autre partie. Et puis c'est par là qu'on prélève en fait, les matières décomposées. Et puis ça s'utilise comme de l'engrais dans l'agriculture. Parce que c'est de l'engrais liquide. Donc ça s'utilise dans l'agriculture. Et comment se fait le prélèvement des restes, comme vous le dites, à la main, avec un seau ou bien? Oui, vous pourriez facilement le prendre avec du seau. Parce que c'est tout simplement comme les caniveaux, en fait. Vous pouviez l'ouvrir tout simplement, prélever ça, et vider. Et là maintenant, si vous avez ça chez vous, vous pouvez même commercialiser. Vendre ça aux agriculteurs. Si vous n'aviez pas un jardin dans votre arrière-cour et consort, vous pouviez même commercialiser. Donc, vous aviez le gaz gratuitement que vous utilisez 24 heures sur 24. En dehors de ça, vous aviez encore de l'engrais liquide que vous pouviez utiliser dans l'agriculture pour pouvoir manger biologiquement, quoi. Pour pouvoir faire de petits jardins à la maison. Ou carrément, vous pouviez commercialiser ça et vous faire un peu de revenus là aussi. Le deuxième souci que je voudrais bien évoquer, c'est le coût. Il a commencé à le dire, 800 000 à peu près. Le souci du Béninois, c'est de pouvoir réunir sur le champ autant de sous. Sinon, à la petite semaine, les dépenses sont un peu plus faciles à supporter que de sortir comme ça en cours. Et c'est là que l'État doit intervenir. Parce que quand on a un mécanisme déjà aussi clair et précis, peut-être qu'au niveau du coût, si l'État estime que j'ai un intérêt en investissant, en multipliant davantage ce genre de dispositif, le coût va s'abattre. Si chaque Béninois, n'est-ce pas, décide de s'offrir ce mécanisme, eh bien, l'État peut trouver un intérêt. On peut mettre en place un mécanisme pouvant permettre à chaque citoyen d'avoir ce dispositif à moindre coût. Ça va plus être à 800 000 francs et puis tout ça. Et c'est là qu'on est un peu déçu de ce que, dans nos contrées, des gens travaillent à trouver des mécanismes pour des problèmes que nous vivons, que nous subissons, mais on a il faut implémenter le mécanisme à l'échelle nationale, à l'échelle étatique, pour que ça ne soit pas des mécanismes domestiques où voilà, c'est quelqu'un qui vit son espérance et puis ça s'arrête là. Il faut industrialiser ça à l'échelle industrielle, ça va nous aider. Ça va nous aider. Et c'est en cela que dans ce qui se dit au Kenya,
c'est vrai, il faut mobiliser les ressources, mais en même temps, il faut aller vers des solutions adaptées à nos réalités. Alors, moi, je pense qu'au-delà de ce que Eric dit, on peut par exemple demander à l'État de faire de façon un peu groupée. On peut prendre par exemple par zone, par village, par quartier, parce que nous produisons assez de déchets. Lorsqu'on installe un dispositif du genre dans un village et on a des raccordements qui vont dans chaque foyer, je crois qu'on peut utiliser le système et nous passer de ces énergies fossiles-là qui aujourd'hui en réalité détruisent notre environnement. Donc moi je pense qu'on peut réfléchir dans ce sens. Mais est-ce que ce n'est pas un gros risque là que de penser qu'on peut faire des installations groupées? Comment va se faire la distribution d'abord du gaz qu'on aura et les récoltes liées notamment à la vente des fertilisants, comme vous le dites, comment est-ce que ça va se faire? Et le transport du gaz des lieux de sa production vers les maisons, comment est-ce que ça va se faire? C'est autant de questions. Alors, moi, avant notre invité, moi, je pense que lorsque vous prenez le système, par exemple, des adductions d'eau, vous voyez, il y a un point, un gros point quelque part dans le village. Les gens viennent avec des bassines. Mais il y a un autre système où on installe, le château ou quelque chose comme ça, et puis vous avez la possibilité de tirer l'eau pour l'utiliser dans vos domiciles. Je pense qu'on peut réfléchir dans ce sens-là pour l'installer, parce que demander à chaque citoyen de débourser cash 800 000 francs, vous ne trouverez aucun Béninois. Non, il y en a un qui quand je dis aucun, c'est vous et nous qui n'avons pas les gros moyens. Vous prenez les fonctionnaires, vous prenez certaines personnes, ça ne leur coûte rien du tout de débourser 800 000 francs cash pour avoir un petit dîner. Oui, c'est des sous de cacahuètes, ça. Oui, ça ne coûte rien chez les... Oui, une invention peut évoluer. Peut-être qu'aujourd'hui, à l'étape où nous en sommes, c'est là où la réflexion s'arrête. Peut-être avec un peu plus de moyens encore, on peut davantage mieux développer ce qui expliquait là, ce mécanisme. De sorte à ce que cela se professionnalise, un peu plus rigoureux, un peu plus précis, scientifique, un peu plus précis, peut-être pour qu'on n'ait pas forcément besoin de mettre la main pour récupérer, qu'on n'ait peut-être pas besoin d'utiliser des matières qui ne sont peut-être pas adaptées. On peut encore, et c'est là que le problème de financement se pose. Quand quelqu'un finit par réfléchir, mettre en place un mécanisme, ça ne va pas s'arrêter là. Il faut encourager pour que cela entre dans un circuit professionnel, scientifique et même industriel. Et cela va servir à tous les Béninois. Moi, je pense que c'est ce qui manque. J'ai rencontré des jeunes qui, lui, il est plombier. Il n'est pas universitaire, et puis tout ça, il est plombier. Et dans son travail, il se rend compte que des gens ont des problèmes en matière de qualité d'eau. Donc, il a mis en place un dispositif qui filtre l'eau. Et qui filtre l'eau à un niveau de qualité vraiment très élevé. Truc un peu cylindrique. Oui, un peu cylindrique. Là, oui, voilà. Le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé un salon et puis les inventeurs, chercheurs sont venus présenter leurs travaux. Mais quand vous les écoutez, nous avons besoin de moyens pour davantage développer nos inventions. Autant qu'ils sont. Ils ont ce problème. Et donc, il y a c'est quand même curieux que les chercheurs... J'ai rencontré un autre monsieur, lui, il a mis en place un produit. Il faut aller chercher les moyens. Mais c'est une politique qu'on met en place. Mais, et puis, il y a un problème aussi. Il y a un problème aussi qui caractérise... Quand quelqu'un va quitter, je ne sais pas, l'Europe, aux États-Unis, il tombe sur ces genres d'inventions, il les récupère, on leur donne beaucoup d'argent, mais ça va partir. Il y a un problème aussi avec les chercheurs, c'est qu'ils ne se mettent jamais, ou sinon presque jamais ensemble. Je suis sûr que vous êtes seul. Que vous ne vous mettez pas peut-être avec d'autres associations, d'autres organisations de jeunes pour mutualiser les efforts, pour aller à la conquête, je dois dire, du financement. Parce que le financement, ça ne vient pas à vous parce que vous êtes couché dans votre salon. Ça ne vient pas à vous parce que vous êtes suffisamment rassasié ou que vous êtes suffisamment inspiré à la maison. Ou que votre invention est jolie. Ou jolie. Ça vient à vous parce que vous êtes d'abord allé vers votre source de financement. Oui, monsieur. Moi, en tout cas, j'essaie quand même de m'associer. Actuellement, même, je suis en train de travailler avec quelques femmes comme moi. Parce que je me suis associée avec des femmes, au fait. Nous sommes au total 10 à travailler dans ce cadre. C'est une ligue de femmes? Plus ou moins. Mais nous sommes en train de travailler sur ça quand même pour pouvoir trouver des financements
et aussi pour pouvoir mettre en pratique toutes ces idées-là. Et maintenant, comme M. Franck le disait tout à l'heure par rapport au biogaz, je pense que si on installait réellement un biodigesteur dans un village et on essayait de connecter le biodigesteur aux ménages et consorts pour pouvoir recueillir leurs déchets, ou carrément, si les ménages peuvent recharger directement depuis leur maison le biodigesteur pour la production du biogaz, là, ce serait bien. Et maintenant, par rapport à la distribution du biogaz, il y a des compteurs à biogaz qu'on peut installer. Que vous avez déjà inventé, créé? Oui, ça existe déjà en fait. Ah oui? Donc oui, on peut installer dans chaque ménage ces compteurs à biogaz. Et là, on peut maintenant distribuer facilement le biogaz selon la quantité de déchets que chacun a envoyé dans le biodigesteur. Ah oui? Oui. C'est-à-dire que, bon... On peut procéder comme ça. Si ça vous nous amener à produire assez de déchets alors. Oui, beaucoup de gaz. Et là, déjà, nous le produisons de façon naturelle, nous le produisons au quotidien. Oui, nous produisons assez de déchets. Voilà. Mais donc, tout ce mécanisme, comment vous avez financé ça? Pardon? Comment vous avez financé ça? Vous-même, comment est-ce que vous avez pu financer ça? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu de financement. Donc, j'essaie tout simplement de le faire par moi-même. Vos propres sous? Oui. Donc, vous avez touché des structures étatiques, vous avez présenté le fruit de vos travaux? Je ne sais pas, ministère de l'enseignement technique. Pas encore. Non. Ben allez-y, peut-être on ne sait jamais. Mais c'est le problème que soulevait tout à l'heure Tanguy lorsqu'il dit si vous restez en vase clos, si vous restez enfermé, vous ne vous ouvrez pas, vous n'aurez pas d'émotion. Il faut crier, il faut chercher, il faut fouiller, il faut bêcher, il faut aller n'importe où, aller dans les salons, je ne sais quoi, qui sont organisés par exemple par les ministères, par des structures qui viennent de faire des posts écrits sur les réseaux sociaux. Un jour, vous allez, votre ambition va prendre et puis vous aurez du financement. Parce que avoir cette idée et la garder seulement au plan local, je crois que c'est un gâchis. On va l'encourager à s'ouvrir davantage pour décrocher des financements. Allez les gars, je dois vous dire merci. Le temps il est passé. Hein? Franck, Eric, merci beaucoup. Atevelde. Vous prononcez mon nom un peu comme si vous voulez me gratifier quelque chose. Oui, avant mon départ. Je vous donne officiellement et devant témoin Mademoiselle Atevelde Baguidi pour le reste de la journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va faire rapidement un tour à la régie pour retrouver Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran dans leur réalisation des mardis matins. Aujourd'hui, nous allons à l'atelier d'Abel Kounou, lui qui fabrique des fours et des fourneaux à gaz. Justement, on parlait de gaz. Voici donc l'illustration. Abel Kounou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes spécialisé dans la fabrication des fours et fourneaux à gaz. Exact. Aujourd'hui, nous sommes dans votre atelier pour découvrir ce que vous faites. Dites-nous d'où est née cette passion pour le métier. Merci madame la journaliste. Et dès mon jeune âge, j'aime tout ce qui est du métal. Je me suis lancé dedans. Oui, parce que dès le début, j'aime faire la soudure. Est-ce que vous aviez été d'abord à l'école avant de vous lancer? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai été à l'école. J'ai été à l'école jusqu'en classe de seconde. C'est après ça que je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça ne sert à rien d'aller à l'école sans apprendre un métier. Ouais, donc je me suis formé. Donc je suis allé au Ghana. Parce que moi, mon patron, il est togolais résident au Ghana. Lui était spécialiste dans les fourneaux, pas forcément dans les fours et autres. On ne finit jamais d'apprendre. Donc dès que j'ai fini ma formation au Ghana, je me suis fait mes recherches pour approfondir et améliorer mes produits. Au Ghana, vous avez fait combien d'années de formation? J'ai fait 3 ans. Très bien. Alors, avec les téléspectateurs, nous allons découvrir ce que vous faites. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vais vous proposer 2 foyers à table. On y va? Il n'y a pas de souci.
venons de passer la première étape. Maintenant, on passe à la soudure pour agencer des trucs qu'on a coupés. Et en attendant, on passe à la soudure, on donne des lunettes pour pouvoir vous protéger les yeux. Protéger. Parce que c'est ça essentiel. Le métier l'exige. Maintenant, on passe à la soudure. Je porte alors mes lunettes. C'est bien. On y va. Maintenant, on va essayer de relier. Pour que ça soit droit, il nous faut équerre. Vraiment chercher là. C'est bon. Voilà le foyer à deux feux qui est monté, Abel. Oui, c'est ça. Maintenant, quelle est l'étape qui suit? On passe à haute peinture. On va mettre la peinture. On a l'habitude de mettre une peinture noire. Le foyer à deux feux est réalisé. Ça a été vraiment très vite. Hein? Ce qui reste à faire maintenant, ouais, c'est brûler, c'est en aluminium. Ce qui est bon dans ce genre de foyer, c'est quoi? Ouais, les foyers importés, les brûlés sont du fer. Mais ceci maintenant, c'est en aluminium. Si ça ne se gâte pas. Ouais. Maintenant, on pose là-dessus seulement, simplement. Ouais. Si on prépare, si l'eau ouvert sur ça, quelque chose ouvert sur ça, on peut enlever et nettoyer et replacer. Maintenant, on va passer à l'essai. Fourneau. Maintenant, on va monter le fourneau. Ouais, c'est ici. Par ici, on branche le raccord. Un peu d'avoir branché, il y a un collier qu'il faut serrer pour la sécurité. C'est bon. Après avoir serré, vous avez dit, on ouvre la bouteille d'abord. On vous a vu à l'œuvre, le métier il est passionnant. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? On n'a pas l'habitude d'avoir des matières premières ici. Ouais, c'est ça qui est vraiment difficile. Parce que ça quitte à l'extérieur, donc c'est la véritable difficulté pour pouvoir avoir les matières premières pour réaliser. Et on rencontre pas mal de difficultés en fait. Si tu peux en train de couper, ça va te blesser. Ouais. Alors Abel, est-ce que le métier vous permet de vous épanouir? Bon, avec ce métier, on ne peut pas dire qu'on n'est pas épanoui, hein. On rend grâce. Parce que de nos jours, les restaurants, l'utilisation domestique, les maquis, c'est rien que ces gens de fourneau. Ouais. Donc, et nous sommes dans le mode de consommation locale. Donc, c'est ce pour nous mettre du béni. Ouais, les brûlés, c'est fait ici, tout est fait ici. Quels sont vos projets, ambitions pour ce métier? On a beaucoup de projets, on a beaucoup d'ambitions. Vous savez, l'ambition, c'est contre des moyens. Parce que jusqu'à là, je vois de mes propres ailes. Pourquoi pas de ne pas faire ce fourneau, d'envoyer ça un peu partout. Ouais. J'envoie partout. Mais je voulais envoyer plus. Je voulais produire plus. Mon ambition, c'est que chaque Béninois utilise ce fourneau. C'est ça l'essentiel. Pour lui donner un coup de pouce.
on a l'habitude d'utiliser tout ce qui vient de l'extérieur, alors que ceci se fait ici. Tout ce qu'il y a ici, c'est du lait du Bénin, consommons local, comme on le dit. Notre métier est un métier d'avenir. Et nous formons aussi des gens, les appelons, il y a des ouvriers. Ceux qui désirent apprendre ce métier peuvent venir, on est là. Et l'usine de fabrication est située à Cotonou, précisément à 100 mètres de station MRS de Saint-Hérita. Et on a les 2 points de vente. Merci Abel, ça a été un plaisir d'être avec vous pour découvrir un peu ce que vous faites. Merci à tous et à la prochaine. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. Préparez en toute quiétude la rentrée scolaire de vos enfants grâce au prêt Tous à l'école de Bank of Africa Bénin. Oui, en seulement 48 heures, obtenez votre prêt en toute simplicité et avec célérité. Avec les nouveaux packs, vous bénéficiez automatiquement d'un taux exceptionnel et de beaucoup d'autres avantages. Cette année, le prêt Tous à l'école vous donne jusqu'à 6 mois de salaire et est remboursable en 11 mois. Waouh! Notez bien, souscrire au prêt Tous à l'école de BOA Bénin, c'est aussi offrir des cahiers aux enfants démunis du Bénin à travers la fondation Bank of Africa. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de clientèle ou rendez-vous à l'agence Bank of Africa la plus proche. Téléphone plus 229 21 31 32 28 21 36 51 00. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Nous avons une dernière invitée sur ce plateau pour ce numéro d'Actu Matin. C'est Raïssa Kouakanou, responsable de la boutique Canal Plus du Stade de l'Amitié à Cotonou. Madame Kouakanou, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de venir partager les belles nouveautés au niveau donc de Canal Plus qui actuellement fait des merveilles. Quelles sont les nouveautés, les nouvelles là-bas? Alors déjà, pour la rentrée qui s'annonce déjà, Canal Plus, à travers sa campagne Back to School, a pensé aux enfants, aux parents d'élèves, à travers les chaînes de jeunesse. C'est ça. Telles que Nathan Plus, le Divic et Piwi Plus. Et quand nous parlons de Nathan Plus aujourd'hui, c'est une chaîne qui a fait quand même ses preuves. Et là, en fait, avec cette chaîne, les enfants ont la possibilité de revoir les programmes. Les programmes faits en classe, c'est-à-dire la mathématique, la dictée, le français, un peu de tout, et des programmes qui ne sont pas forcément en classe. C'est-à-dire, il y a des classes, par exemple, où ils sont plus aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a plus des dessins
en classe des programmes intitulés dessin, mais avec l'entend plus, les enfants pourront quand même s'exercer à faire ces trucs, à faire des découvertes et à revenir sur des programmes faits en classe pour développer quand même leur capacité à voir les choses. Oui, et là, à ce propos, vous aviez quand même un spot qui passe actuellement sur les chaînes de télévision. Je vais proposer avec la complicité de notre réalisateur de suivre un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Premier constructeur d'électroaimants. C'est intéressant ce que tu regardes? Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. C'est l'heure d'apprendre avec Canal+. Grâce à nos chaînes jeunesse, Latin+, Canal+, Family, Ludikids, Télétoon+, et bien plus encore, nos enfants s'éveillent. N'oubliez pas d'activer le contrôle parental pour leur offrir du divertissement en toute sérénité. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Mais là, je crois que c'est essentiellement destiné aux enfants. Oui, vraiment. C'est d'ailleurs même salutaire et c'est très intéressant. Mais aux grandes personnes, on les a oubliées? Non, même pas. On ne pourra quand même pas oublier les grandes personnes, puisque pour faire le réabon, il faut passer par les grandes personnes. Ben voilà, sinon on va vous demander d'aller prendre les sous désormais chez les enfants. Hein? Non. En fait, pour les grandes personnes, il y a pour toutes les envies. Et déjà, nous allons commencer par nos abonnés de Novelas, qui déjà à partir du 16 pourront retrouver l'innocence sur Novelas. Et pour les gens qui ont suivi Man Picking, ça a commencé déjà le cas sur Nollywood. Nollywood Epic, c'est quand même une série très intéressante. Et il y a aussi une surprise sur A+. Nous avions la bataille des chéris qui commence le 28. Et nous n'avions pas oublié nos chers abonnés qui adorent le foot. Il y a déjà vous avez constaté que nous avions signé un partenariat avec la Sadio Poli qui a commencé. Et déjà, j'invite tout le monde déjà ce 9 à être câblé pour pouvoir suivre la qualification des CAN avec Mozambique qui va rencontrer le Bénin ce 9. Et aussi, nous avions la reprise de l'UEFA Champions League qui commence déjà ce 19. Donc nous n'avions oublié personne. Ah, on va dire alléluia. Comment éviter justement que les enfants regardent trop la télé parce que c'est leur tendance maintenant? Oui, là c'est très important. C'est très important parce qu'il ne suffira pas de laisser les enfants à la télé. C'est pour cela d'ailleurs que nous avions permis aux parents d'avoir un code parental que vous mettez. C'est-à-dire, c'est un code à 4 chiffres. Ça vous permet de bloquer les chaînes. Et laissez juste les enfants. Je prends un exemple. Vous n'aviez pas envie que votre enfant regarde, par exemple, je dis n'importe quoi, Canal Plus Sport. Je dis n'importe quoi. Donc, vous mettez un code. Ça empêche l'enfant d'aller vers Canal. Parce que quand il va sur Canal Plus, ça lui demande un code, il ne pourra pas avoir ça. Et le laisser juste regarder ce qu'il doit suivre, comme Nathan Plus, Kouli Africa. Mais le problème, c'est d'être rigoureux avec les enfants. Et, nos enfants, parfois, on n'arrive pas à la maison à être rigoureux avec eux. Si, tout commence par la base. Quand l'enfant vient, d'abord, il faut, en tant que parent, le soir, tu es assis devant la télé, tu l'allumes, Nathan Plus, tu lui dis, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Il t'explique. Et à force d'allumer cette chaîne, l'enfant se dit, bon, papa, maman, je veux voir ça. Et en plus, les week-ends, ils font des rediffusions. Ils font des cours que l'enfant peut-être, pas que l'enfant est intéressé, il est là. Il regarde. Donc, c'est un peu ça. Donc, mettez un code parental. C'est simple, hein? C'est très simple. Allez. On va suivre pour une deuxième fois la publicité, justement, pour nous aider davantage à mieux maîtriser de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est intéressant ce que tu regardes? Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. C'est l'heure d'apprendre avec Canal+. Grâce à nos chaînes jeunesse, Latin+, Canal+, Family, Ludikids, Télétoon+, et bien plus encore, nos enfants s'éveillent. N'oubliez pas d'activer le contrôle parental pour leur offrir du divertissement en toute sérénité. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Les détails pour les abonnés de Canal+. Beaucoup de choses assez nouvelles et intéressantes désormais sur votre bouquet. Madame Kwakano, c'est de nouveaux programmes assez intéressants pour enfants, jeunes et adultes. Mais on sait que par ces temps-ci, les poches sont un peu sèches, surtout que la rentrée s'annonce. Est-ce que vous n'allez pas nous faire un abonnement gratuit sur les 3 prochains mois? On va pas faire un abonnement gratuit, mais gratuit, parce que là, avec un abonnement de 5 000, vous avez droit à un abonnement de 40 000 pour 15 jours. Wow. Et là, renouvelable, c'est-à-dire quand quelqu'un débourse 10 000 francs présentement, il a un abonnement de 40 000 pour un mois. Vous avez tout à votre portée. Et pour vous faire plaisir, il faut juste faire un abonnement de 5 000, c'est-à-dire à votre formule. Et c'est au métier.
Mais nous avions pensé à tout le monde. Donc, quand vous avez l'habitude de faire un abonnement de 10 000, vous faites votre abonnement normalement. Vous avez un bonus de 15 jours, le tout canal, l'abonnement de 40 000. On parle de l'abonnement de 40 000 en fait. Et quand vous êtes un abonné qui fait l'abonnement de 5 000, il faut reconnaître votre abonnement et vous avez votre abonnement de 40 000 pendant 15 jours. Et si vous essayez de faire 2 mois, vous bloquez 1 mois de tout canal. Ah oui? Ah ouais, c'est cumulatif comme ça? Oui, c'est cumulatif. Moi, je ne savais pas. Alors, comment ça se fait? L'abonnement, réabonnement, on va rapidement rappeler cela. Oui, pour le réabonnement, on a mis tout abordé. Il y a le canal, il y a les réseaux sociaux, l'MTN, le Move. Mais pour les gens qui n'ont pas déjà des liquidités sur le téléphone, ils peuvent quand même nous appeler et on les aide à faire le réabonnement. Ils font juste le dépôt. Ils nous appellent juste le 94 01 69 64 89, pardon. 94 01 64 89. 64 89. Oui, ils nous appellent juste et on les aide à faire le réabonnement. À distance. À distance. Et c'est efficace. Très efficace. Madame Raissa Kouakanou, un mot rapidement pour finir. Alors là, nous savons tous que c'est la rentrée des classes, mais il faut déconstruire les idées selon lesquelles c'est la rentrée, il faut éteindre la télé, les enfants n'ont pas droit, non. La télé éduque aussi. Vous voyez, la télé dit que c'est pour cela que nous avions mis des chaînes les gens qui peuvent aider nos enfants, tels que Nathan Plus, Gulli Africa, il y a même English Club qui est là, English Club TV qui est là. Et ils pourront quand même apprendre à parler l'anglais et un peu de tout. Mais pour les gens qui veulent se réabonner, appelez-nous. Il n'y a pas de souci. Vous avez votre réabonnement sur le champ. Juste un dépôt. C'est le 94 01 64 89. Bien sûr. Raissa Kouakanou, responsable de la boutique Canal Plus du Stade de l'Amitié. Merci d'être passé. Merci. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire un tour à la régie pour suivre la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Politologue de son état, le docteur Juste Kodjo est un Béninois de la diaspora, renseigne Fraternité. Ancien officier supérieur des forces armées béninoises, il est désormais de retour dans la vie civile avec succès. Il est passé du treillis à l'enseignement, professeur de sécurité internationale et directeur de programme doctoral au New Jersey City University aux États-Unis d'Amérique. Il suit de près l'actualité géopolitique fournie et brûlante en Afrique subsaharienne. Sans langue de bois, il livre à l'aune de ses constats et de ses recherches ses réflexions sur ces bouleversements qui, à l'en croire, ne sont pas près de finir. Il propose un nouveau modèle de gouvernance publique. La consyncratie basée sur la recherche active de consensus dans la déclinaison des politiques publiques et le choix des dirigeants par ailleurs, il confie qu'il faut une gouvernance plus efficace, plus démocratique et plus souveraine. Dans sa publication, le matinal pointe que la hiérarchie policière est décidée à mettre fin aux actes de rançonnement qu'orchestrent des fonctionnaires de police auprès des populations. Dans un communiqué de la cellule de communication de la police républicaine en date du 4 septembre 2023, les populations sont invitées à dénoncer ces actes qui discréditent fortement l'unité et sapent les efforts entrepris depuis quelques années pour y mettre fin. Toute autre information, en 2024, l'accent sera mis sur l'augmentation de la part du commerce dans la croissance. Il s'agira de promouvoir un environnement favorable au développement du secteur et de renforcer les capacités des entreprises. Une révélation de l'économiste du Bénin pour lequel le taux de commerçants contrôlés respectant la réglementation ainsi que celui de réalisation des missions de suivi de la campagne de commercialisation des produits tropicaux devrait atteindre 90% en 2024. Quelques 300 entreprises et groupements seront accompagnés pour renforcer leurs capacités productives et commerciales. Et de son côté, le quotidien La Nation fait une immersion dans la réforme de l'administration territoriale dans les départements de l'Ouémé Plateau et constate qu'à l'exercice, la mission des secrétaires exécutifs des mairies se révèle une expérience passionnante mais tout aussi stressante au regard de l'ampleur des défis et du souci permanent de performance.
C'est le constat de la plupart des SE de Lomé du Plateau un an après la mise en œuvre de cette réforme. Les SE des communes des départements de Lomé et du Plateau s'acquittent comme cela se doit de leur mission. À l'unanimité, ils estiment que la réforme est pertinente, même si la lourdeur de la charge et le souci permanent de performance peuvent constituer des facteurs de stress. Après un an de pratique, le bilan semble généralement positif d'une commune à une autre, notamment sur le plan de la collaboration entre les SE et les maires, de la mobilisation et de la sécurisation des ressources propres, de la détermination à impulser une nouvelle dynamique au management du développement local. Le matinal relate ce jour qu'il s'est ouverte hier à Cotonou la deuxième session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 3 principales communications vont meubler les travaux de cette session. Fraternité cite la mise en œuvre des règles communautaires de concurrence, commerce électronique, opportunités et défis, mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, défis et opportunités pour les États membres de l'UEMOA. De grandes thématiques qui meublent la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Outre ces thématiques qui seront déroulées par les experts de l'UEMOA, les travaux seront focalisés sur l'exemple du budget 2024 et du cadre de programme budgétaire pluriannuel 2024-2026. À cela vont s'ajouter le point de l'exécution du budget 2023 du CIP au 31 août 2023 et la situation sociopolitique dans les États membres de l'Union. La nation ajoute qu'enfin, actualité oblige, les élus vont échanger sur la situation sociopolitique dans les États membres de l'Union. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Vous passez une très bonne journée.